De l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. La France, en effet, premier pays du monde à faire entrer l'IVG dans sa constitution. Ce vote, ce sera cet après-midi par le Parlement, réuni en congrès à Versailles. Vous y serez, bien sûr. Qu'est-ce que vous ressentez en cette journée si particulière? Déjà une immense émotion. Une immense émotion parce que souvent on a galvaudé peut-être le terme d'historique, mais là je crois que c'est pour le coup approprié. On est le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa constitution. Quand j'ai déposé cette proposition de loi en 2022, il n'y a pas grand monde, en vérité, qui pariait sur le fait qu'on allait réussir à aller au bout. Et on a réussi collectivement d'une initiative parlementaire qui a été portée aussi de manière transpartisane. C'est devenu un projet de loi constitutionnel qui a rassemblé une large majorité à l'Assemblée et au Sénat, ce qui était sans doute moins évident au départ. Et aujourd'hui, au Congrès, eh bien, on va pouvoir sanctuariser tout simplement la liberté des femmes à disposer de leur corps. Il y aura quand même des votes contre. L'argument utilisé par vos opposants, c'est de dire l'IVG n'est pas menacée en France aujourd'hui. Est-ce que vous considérez qu'il y a des menaces contre l'IVG en France aujourd'hui? Déjà, il y a toujours des entraves. Quand je me rends dans des centres de planning familial, eh bien, je me rends compte que malheureusement, ce sont des centres qui sont régulièrement attaqués, qui sont ciblés par des physiquement. Militants, des associations. Donc ça veut dire que vous avez des femmes qui se rendent dans des centres et puis qui arrivent avec des graffitis qui les traitent encore aujourd'hui de meurtrières. Donc on a encore ça qui persiste. Quand malheureusement vous regardez sur Internet les sites les mieux référencés, c'est pour ça que je vais voir Google dans les jours prochains, eh bien, ce sont des sites qui désinforment, qui désincitent, qui entravent le droit des femmes à avoir accès à l'IVG. Donc il y a toujours malheureusement des menaces. Et puis surtout, il ne faut pas attendre que ce soit trop tard pour agir. C'est parce qu'on a une majorité aujourd'hui à l'Assemblée et au Sénat qu'il faut le faire. C'est pas quand ce sera trop tard, parce que ce sera par définition trop tard. Et à ce moment-là, eh bien, on aura peut-être le risque de majorité plus rétrograde ou réactionnaire qui s'en prendrait aux droits des femmes. Qu'est-ce que vous dites aux médecins qui, malgré tout, aujourd'hui déjà, ne souhaitent pas pratiquer d'IVG? Qu'ils ont une totale liberté de conscience, évidemment. Par contre, et c'est garanti aussi par la loi, leur liberté de conscience est garantie par la loi, mais quand vous ne souhaitez pas pratiquer l'IVG, vous devez immédiatement réorienter les femmes qui souhaitent avoir accès à leurs droits, qui souhaitent avoir accès à l'IVG, pour qu'elles soient tout simplement dans les délais légaux. Puis surtout, quand vous souhaitez avoir accès à l'IVG, c'est insupportable de devoir attendre une semaine, de devoir attendre 10 jours, de devoir attendre 15 jours. Vous considérez qu'il faut davantage de centres en France où l'on puisse pratiquer l'IVG? C'est faisable? C'est un objectif souhaitable? Ce qui est certain, c'est qu'il faut garantir que l'accès aux soins, en général, l'accès à la santé, en particulier des femmes, et l'accès à l'IVG soit le même partout en France. C'est pas le cas. Il y a des disparités de près d'une dizaine de jours selon les régions. Malheureusement, il faut le reconnaître. On a aujourd'hui des disparités parce qu'on n'a pas la même couverture de gynécologues, de sages-femmes. C'est la raison pour laquelle aussi on doit garantir que les sages-femmes, parce que c'était une loi votée par les parlementaires, puissent pratiquer non seulement les IVG médicamenteuses. Vous savez qu'il y a deux types d'IVG, d'IVG médicamenteuse et IVG chirurgicale. On l'a rendu possible, il faut maintenant le garantir. Et encore une fois, parce que quand vous souhaitez mettre fin à une grossesse qui n'a pas été désirée, il n'y a aucune raison de vous faire attendre. C'est une violence supplémentaire qu'on vous impose. Dans les oppositions, de manière plus surprenante, il y a aussi un parlementaire de votre majorité, le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne, qui a voté contre au Sénat. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Écoutez, chacun a sa liberté, c'est des libertés de vote, évidemment. Et on a sa place dans la majorité quand on est contre cette entrée de l'IVG dans la Constitution. Encore une fois, il y a une liberté de vote qui existe sur des sujets qui sont des sujets intimes. Ce que je note, c'est que j'ai déposé cette proposition de loi au nom du groupe Renaissance, soutenue par la majorité, que c'est le président de la République un cas isolé, qui aura souhaité que le Congrès se réunisse et que ce vote puisse exister. Et c'est le seul parlementaire sur l'ensemble de la majorité présidentielle. Ce qui compte, c'est que ce soit adopté cet après-midi. Vous avez une idée du vote à attendre en termes de proportion? Combien de voix vous attendez pour cette inscription cet après-midi? On verra. On a eu un vote très large à l'Assemblée et au Sénat. Ce qu'il faut, vous le savez, c'est les 3/5 réunis oui, si on fait des additions à l'Assemblée et au Sénat, on y est largement. A priori, on y est et on y est largement. Et je crois que c'est quelque chose qui est surtout extrêmement important. Nos enfants, nos filles, elles n'auront plus jamais l'angoisse de se dire un jour peut-être, on va me retirer ce droit ou tellement le restreindre que ce serait impossible d'avoir accès à l'IVG. Vous lancez également, c'est très important, une mission d'experts sur les violences sexistes et sexuelles. Alors je vous cite, vous ciblez les lieux où s'exerce notamment une domination hiérarchique. À quoi vous pensez? On a beaucoup entendu ces derniers jours ce qui se passe dans le monde du cinéma où il y a une domination de facto qui s'exerce quand vous êtes un réalisateur sur vos comédiennes par exemple. C'est ce qui a été dénoncé par Judith Godrèche. Au-delà de l'histoire personnelle d'emprise qu'elle a malheureusement subie pendant des années, mais il y a
plein d'autres secteurs. Donc on lance conjointement le monde de la culture, le monde du sport, de la santé, de l'enseignement supérieur. Parce qu'on comprend bien, naturellement, que tout le monde puisse se dire il faut agir, mais quelle est la baguette magique, la recette magique qui permet d'empêcher ça ? S'il y a une baguette magique, ce que je sais, c'est que quand vous êtes dans une relation hiérarchique, quand il y a une autorité qui s'exerce sur vous, que vous soyez une femme ou un homme, puisqu'il y a MeToo Garçon qui existe et qui sans doute arrive à lever un tabou qui est encore plus grand et pour lequel il faut peut-être un courage encore supérieur. Eh bien, quand vous avez cette pression hiérarchique qui s'exerce, à qui vous dénoncez ? À qui vous en parlez? À qui, tout simplement, qui vous pouvez alerter dans votre entourage? Donc, c'est cette mission qu'on lance justement pour identifier dans tous les secteurs où, encore une fois, il y a un risque de vulnérabilité, parce qu'il y a une pression, une domination qui s'exerce. Il faut qu'il y ait des relais, il faut qu'il y ait des alertes, il faut sans doute qu'il y ait des personnes habilitées, légitimes, qui ne dépendent pas financièrement aussi directement de la personne qui a ce pouvoir sur vous, de manière à ce que vous vous sentiez libre de pouvoir immédiatement alerter, que la personne puisse contrôler aussi ce qui peut s'exercer. Typiquement, dans le monde du sport, c'est ce qui a été dénoncé par un rapport parlementaire dans les fédérations sportives, parce que vous avez des très jeunes filles, jeunes garçons, qui vont aller faire des tournois, qui vont parfois être seuls avec un entraîneur, concrètement. Eh bien, comment agir? Vous citiez Judith Godrèche. Il se trouve que hier encore, nos confrères du Parisien vous interrogent sur le fait qu'elle demande la mise en retraite de Dominique Boutonnat, le patron du CNC. J'ai pas saisi votre réponse. Est-ce que vous demandez sa mise en retrait? Ma réponse, elle est, et on en parle avec Rachida Dati, qui est la ministre de la Culture, la réponse, elle est claire, c'est-à-dire que le CNC, c'est l'outil de financement du cinéma et de l'audiovisuel. C'est l'outil qui doit permettre la mise en place de la lutte contre les formes de harcèlement sexuel. Oui ou non, la mise en retrait de manière très simple? Ce que j'ai dit clairement, c'est que ça doit être un lieu de respect, un lieu où on respecte la parole des femmes et des hommes, et un lieu où les femmes se sentent justement à l'aise et respectées pour que cette mission puisse aboutir. Donc, oui ou non, la mise en retrait? C'est en cours de travail avec la ministre de la Culture. Vous voyez bien qu'encore une fois... Vous ne vous prononcerez pas pour le moment. J'entends qu'on respecte la parole des femmes et la parole des hommes et que le CNC soit un lieu de confiance absolue pour que cette parole puisse exister. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'était